J'ai dû acheter une vingtaine de biens entre 2020 et 2023. On n'est pas visité un seul. Pourquoi je visiterais un bien? L'intérêt, c'est des données financières. Quand tu arrives sur un marché qui fait un peu peur, c'est le moment d'y aller. Ces personnes-là, ils ont investi entre 2015 et 2020. Si c'était ta copine, ça fait 3 ans que vous étiez ensemble, vous louez une chambre d'hôtel ensemble, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre d'hôtel si elle n'est pas officiellement ta femme. Tu pouvais pas fumer dehors. Ou tu pouvais pas manger pendant le ramadan. C'est ça le marché dans lequel les gens ont investi. Et c'est un marché qui est extrêmement risqué pour le développement du tourisme, on est d'accord. C'est simple, si t'as pas de thunes, c'est la France. Si t'as plus de cash, moi je regarderais la Géorgie et le Vietnam en ce moment. Bien, donc il y a une réponse à tout en fait. Il y a une solution à chaque problème. Généralement, si t'es entrepreneur, t'aimes les problèmes. Parce que si t'as un problème, c'est que t'as une barrière à l'entrée. Et c'est ce qui te permet en fait de passer à la prochaine étape à chaque fois. Si tu réponds à un problème, tu réponds à un besoin et tu peux le monétiser en fait, tout simplement. Et t'as parlé aussi de quelque chose qui était intéressant sur lequel, un thème que je voulais aborder, c'est la fiscalité. Donc tu travailles avec un avocat fiscaliste et il y a énormément de fiscalité dans ce que tu proposes. Là, en début de vidéo, je parlais des normes du gouvernement qui veut interdire le Airbnb, qui change la taxe foncière, qui ajoute d'autres taxes et qui modifie un petit peu les règles du jeu, si je puis dire. Est-ce que tu proposes ces services de fiscalité ou est-ce que tu as des partenaires qui aident tes clients? Alors nous, sur le premier investissement locatif, c'est inclus. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous de 30 minutes avec un avocat fiscaliste qui va déterminer quel est le meilleur setup pour investir. Donc ça peut être SCI à l'IS, ça peut être LMNP, LMP, enfin c'est lui qui va déterminer ça. Dans 90% du temps, c'est SCI à l'IS quand ils investissent à deux. Et s'ils investissent seuls, ça peut être soit LMNP, soit LMP. Tu vois. Mais en fait, si jamais, quand nos clients, tu vois, quand on arrive sur la gestion de patrimoine ou quand ils commencent à faire 3 à 4 acquisitions et que ça commence à grossir, là, il y a vraiment commencé à falloir penser en termes d'optimisation fiscale. Tu vois. Le premier investissement immobilier, finalement, c'est pas très compliqué. Tu vois. C'est très simple, c'est assez standardisé. Ouais, mais c'est juste qu'au début, en fait, c'est quand tu grossis que la fiscalité, elle grossit avec ton patrimoine. Tu vois. Donc, c'est là que tu vas commencer à devoir être malin et à trouver des solutions. Au début, c'est simple. Ce que tu fais, que tu sois d'ailleurs en SCI à l'IS ou en LMNP ou LMP, tu fais la même stratégie. C'est-à-dire que tu vas amortir le prix de ton bien immobilier sur 10, 15, 20 ans, qui va te permettre de défiscaliser sur la même période. Donc en fait, quand tu fais une SCI à l'IS, quand tu fais du LMNP ou du LMP, tu ne vas pas payer d'impôt sur la société ou d'impôt sur le revenu pendant 7, 8, 9 ans. Parce qu'en fait, tu amortis le prix de ton bien. Donc c'est-à-dire que si tu touches, disons, 15 000 € de loyer, si tu amortis le prix de ton bien à hauteur de 15, 16, 17 000 €, du coup, tu ramènes ton résultat comptable et ton résultat fiscal à 0 ou moins 1000, moins 2000. Et du coup, si tu es dans une SCI à l'IS, ton impôt, c'est 30% fois 0, c'est 0, tu vois. Et ton amortissement, c'est pas infini. Au bout d'un moment donné, tu vois, tu vas arriver en fin d'amortissement, il va falloir réfléchir comment réoptimiser tout ton portefeuille. Quoi. Ok, ouais, effectivement, ça, il faut le faire en fait tout au long de ta vie, tout au long de tes investissements. Il faut garder un œil là-dessus pour être certain d'être toujours dans les bons régimes et se tenir au courant de la fiscalité. Parce que c'est là où, quand il y a des lois qui changent, etc., où il y a les mauvaises surprises qui peuvent arriver aussi. En fait, on a trop menti aux gens en leur disant que l'investissement immobilier, c'était passif. En fait, il y a un peu un fantasme comme quoi l'investissement immobilier, c'est magique, il y a de l'argent qui rentre sans rien faire. Voilà, non. L'investissement immobilier, si c'est bien fait, c'est extrêmement actif. C'est-à-dire qu'il faut trouver des biens, des opportunités sur le marché, il faut être en veille constante, il faut trouver des biens où il y a un arbitrage à faire sur le marché. Donc souvent, ça va passer par des travaux, ça va passer par des prestataires, que tu dois trouver les bons prestataires pour t'accompagner. Et ensuite, sur la gestion locative, il faut être très agressif. Donc soit il faut faire de la coloc, soit il faut faire de la gestion courte durée, etc. Et ça, il n'y a rien de moins passif que ça. Et d'ailleurs, les investissements entre guillemets qu'on appelle passifs, donc par exemple de la location nue à Paris, désolé de détruire ce fantasme, mais c'est absolument pas rentable et vous auriez mieux fait de mettre ça sur le S&P 500 au final. Si tu veux faire justement trouver des investissements locatifs rentables, il faut être plus agressif. Et je pense d'ailleurs s'éloigner de Paris, généralement, c'est une bonne idée, à part si on peut aller sur des montants très élevés, sur des montants qui sont à notre portée, c'est-à-dire de moins de 5 millions d'euros. C'est intéressant d'aller en dehors de Paris, je pense. Très bien. Et moi, j'ai aussi le sentiment que, en fait, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, la vision de l'investissement immobilier, elle change au fil des générations, au fil des époques. Moi, par exemple, la génération de mes parents, c'était plutôt on va investir dans sa résidence principale, on fonde sa famille. Et l'investissement, le crédit immobilier, il se limite à ça au début. Ensuite, tu fais des petits investissements et des petits placements. Là, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, ces 10, 20 dernières années, tu commences pas par acheter ta résidence principale, tu commences par acheter ton investissement immobilier. Comment tu vois les choses dans 10, 15, 20 ans? Comment tu vois les comportements de l'investissement immobilier? Ouais, mais tu as raison de le signaler. Mais c'est parce qu'en fait, pour nos parents et nos grands-parents, l'immobilier, c'était pas un investissement, c'était pas un placement. Tu as raison de le dire, ils achetaient leur résidence principale et un appartement, ça devait valoir, je sais pas, 20 000, 25 000 euros. Et si tu fais le ratio salaire par rapport à leur appartement, tu n'avais pas un ratio x100, tu vois.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est devenu un réel produit d'investissement qui se professionnalise. D'ailleurs, c'est quasiment que des professionnels. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de gens qui dédient leur vie à faire de l'investissement immobilier. Et ça, dans le futur, ça va engendrer quelque chose de très simple. C'est que tu auras vraiment une caste, c'est-à-dire 1% de la population, qui va détenir 20, 30, 40 biens immobiliers, des fonds d'investissement qui vont détenir, je sais pas, 30%. Tu vois, par exemple, à Paris, c'est pareil. Tu vois, il y a 30-40% de l'immobilier qui est détenu par des fonds d'investissement. Tu vois. Et donc, en fait, c'est ça que ça va devenir. C'est-à-dire que tu auras une petite caste qui aura accès à la propriété, qui aura 30, 40, 50 biens immobiliers, et l'autre partie qui seront des locataires, qui vont financer du coup toute cette économie. Et je pense que l'immobilier devient de plus en plus inaccessible en réalité. C'est-à-dire que à l'époque, je pense que l'époque de nos parents, dès qu'on avait 20, 25 ans, la première chose qu'on faisait, c'est on se mariait, on achetait notre première maison. L'âge d'accès à la résidence principale ou dans la première propriété ne cesse d'être on ne cesse d'être de plus en plus âgé avant d'accéder à notre première propriété. Et c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, ne serait-ce que pour avoir l'apport, s'acheter quelque chose qui vaut 300 000 euros, s'il faut 10% d'apport, il faut déjà avoir 30 000 euros de côté. C'est pour ça que tu proposes des solutions en Géorgie à tes clients, par exemple, non? Ah non, c'est pas vraiment pour ça, tu vois. C'est différent encore. Ça, c'est la Géorgie, c'est plutôt des sujets de diversification. Tu vois. Donc, par exemple, si tu investis en France, à un moment donné, quand ton portefeuille va grossir, tu vas vouloir te diversifier. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet qui est intéressant, c'est que l'immobilier, c'est l'un des seuls marchés où les investisseurs ne se diversifient pas. C'est un des seuls marchés où les investisseurs... Ok, d'accord. C'est-à-dire que les mecs, tu vois, ils vont se dire, écoute, moi, j'investis, je sais pas, je reviens de Cergy, j'achète une coloc à Cergy. J'investis à Cergy, en région parisienne. J'ai un bien immobilier qui fonctionne. Ok, j'en fais un deuxième à Cergy, un troisième à Cergy, un quatrième à Cergy. Jamais ils vont se dire, bon, ok, je vais tenter d'autres villes, je vais tenter l'international, etc. C'est plus rassurant. C'est un réflexe peut-être psychologique aussi. Ouais, mais si tu regardes, si tu parles à n'importe quelle personne qui travaille dans les marchés financiers, n'importe quel trader ou portfolio manager, il va dire, ouais, le plus important, c'est la diversification. Si tu veux réduire ton risque, tu veux te diversifier. Et bizarrement, en immobilier, personne ne se diversifie. Tout le monde est ultra centralisé sur une stratégie et va investir que sur une stratégie. Et la raison de ça, c'est que le marché immobilier, c'est un marché qui est extrêmement peu liquide. L'information est imparfaite et le marché est peu liquide. Donc, du coup, les gens, une fois qu'ils sont rassurés sur un modèle, ils vont juste investir sur ce modèle-là. Ils ne vont pas faire l'effort de comprendre d'autres villes, de comprendre d'autres opportunités d'investissement, etc. C'est pas très français, ça? Pardon, je t'ai coupé. C'est pas très français, ça? En vrai, oui et non. Si tu regardes dans l'immobilier, c'est encore plus français, parce que les Français, on est on n'est pas très risk-lover, on est plutôt dans la sécurité. Mais en réalité, c'est quelque chose que je vois chez plein de clients différents. Tu vois. C'est-à-dire que dans l'immobilier, tout le monde veut investir dans son pays, dans sa ville natale, etc. et bien connaître. Et ça, c'est un aspect de l'immobilier, c'est parce que c'est un bien qui est tangible. C'est-à-dire que si tu investis dans une action sur les marchés financiers, au final, tu as conscience que cette action, en réalité, elle n'a rien de tangible. Tu vas jamais acheter une action et dire, par exemple, j'achète Apple, je vais aller visiter les bureaux d'Apple avant d'acheter. Tu achètes quelque chose qui est intangible. L'immobilier, même si c'est de l'investissement, même si ça devrait être intangible, même si ça devrait être juste des chiffres et une modélisation financière, tu n'as quasiment personne qui arrive à le faire en mode 100% investissement. Donc, par exemple, moi, tu vois, j'ai dû acheter une vingtaine de biens entre 2020 et 2023. J'en ai pas visité un seul. Pourquoi je visiterais un bien? Parce qu'en fait, l'intérêt, moi, c'est des données financières, tu vois. Donc, j'ai des gens qui peuvent le visiter pour moi et me dire si c'est OK, s'ils ne voient pas de problème majeur. Mais les gens, tu vois, la plupart des gens, ils vont me dire je veux absolument visiter ce bien. Mais pourquoi? Donne-moi une raison rationnelle de visiter ce bien. Les gens, ils vont vouloir visiter le bien, mais pas lire les PV d'AG, par exemple, tu vois. Alors, pour moi, il y a beaucoup plus de risques de ne pas lire les PV d'AG que de ne pas visiter le bien, tu vois. Donc, c'est pour ça. Une fois que tu as passé cette étape, en fait, tu te rends compte que oui, dans tes investissements, tu as envie de te diversifier et tu as envie de trouver d'autres stratégies, de diversifier en stratégie, mais de diversifier aussi en termes de localisation. Tu vois, par exemple, en Géorgie, tu as certains risques, mais tu as des risques que tu n'as pas en France, et en France, tu as certains risques que tu n'as pas en Géorgie. Mais c'est là où moi, je pense qu'il y a un créneau très intéressant à prendre vis-à-vis de l'information. Pour les Français qui veulent investir en France, c'est très bien. Mais peut-être que le meilleur investissement pour quelqu'un qui a 30 000 euros à placer, ça peut être au Portugal, ça peut être au Maroc, ça peut être en Bulgarie. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de sources d'informations là-dessus. Moi, je suis agent immobilier en France, donc je connais tous les sites que je lis tous les matins avec les dernières infos pour me tenir à la mode. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait peut-être que je ne sais pas, mais une revue ou un canal, un podcast, quelque chose qui puisse informer les gens sur vous êtes intéressé par l'immobilier, vous voulez investir dans l'immobilier. Voilà, aujourd'hui, je vais vous dire quels sont les pays dans lesquels investir. On y travaille. Donc, ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est devenir une plateforme d'investissement
En fait, quand tu as une plateforme d'investissement, bah, c'est d'une part du market access, donc c'est-à-dire faciliter l'investissement immobilier dans n'importe quel marché. C'est-à-dire trader, ce qu'on veut faire, c'est que trader un investissement immobilier, trader un bien immobilier, ça doit devenir aussi simple que d'acheter une action sur Trade Republic ou Interactive Broker. Et de l'autre côté, on veut aussi qu'on ait toute une source de documentation et de formation sur l'investissement international. Ouais, c'est sur ça qu'on travaille sur le long terme. Et amener de la transparence, surtout rassurer les gens pour qu'ils arrivent en fait avec ta vision à toi. Quand tu dis bah, acheter un bien sans le visiter, c'est pas forcément grave. Parce que j'ai pas vu toutes les pièces de la voiture, admettons, mais j'ai vu les pièces principales. Et je sais où je m'engage. Et arriver à embarquer en fait les gens là-dedans, c'est ce qui leur permettrait d'aller plus vite, plus loin et maximiser leur investissement, c'est certain. Bah, c'est ça en fait. Si tu veux, les bons investisseurs immobiliers, c'est ceux qui comprennent qu'il faut que ce soit extrêmement rationnel et qui se détachent un peu de toute la partie émotionnelle de l'achat d'un bien immobilier. Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Et bon, on va quand même vendre Paris, parce que c'est le but. Moi, je vends surtout à Paris. Quels sont les avantages, selon toi, donc, de faire un investissement immobilier en France et puis à Paris à la fois? Alors, en réalité, attention, hein, moi je t'ai dit, on parlait d'une stratégie très précise qui est l'autofinancement. L'autofinancement, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie à Paris. Pour une raison simple, c'est que ton taux de rentabilité n'est pas assez élevé et du coup, tu ne vas pas couvrir avec ton loyer le remboursement de ton prêt plus tes charges récurrentes. Dans la plupart des cas, on va dire. Par contre, Paris, c'est extrêmement intéressant et en réalité, tu vois, j'ai beaucoup de clients qui vont venir investir à Paris, mais c'est des clients qui vont être pas focus déjà uniquement investissement. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si tu es un expatrié et que tu te dis, bah moi j'ai envie un jour de revenir en France, ça peut être intéressant d'investir à Paris et que quand tu reviennes, ça fasse office de résidence principale. Et ça, c'est extrêmement important parce que tu vois, j'ai vu une statistique dernièrement, c'est de l'INSEE, qui regardait et qui disait bah, quelle est la principale source de pauvreté chez les personnes qui sont à la retraite. Et en réalité, ils ont trouvé qu'il y avait une très forte corrélation entre les gens qui ne détenaient pas leur résidence principale et ceux qui étaient en situation de précarité. En fait, c'est logique. Si tu es au moment de ta retraite et que tu dois encore payer un loyer, bah ouais, si tu as, je sais pas, 1000 euros de retraite et que tu dois payer 800 euros de loyer, exactement. Et la différence, c'est que ceux qui ont 1000 euros de retraite mais qui ont 0 euros de loyer, qui doivent juste payer, entre guillemets, juste les charges de copropriété, etc., c'est ceux qui s'en sortent. Donc ceux qui sont plutôt dans cet état d'esprit, tu vois, qui n'ont pas envie de devenir investisseur immobilier professionnel, bah oui, l'investissement à Paris, il peut faire sens, tu vois. Il peut faire sens. Également, je pense sur des fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement qui veulent faire en réalité de l'achat-revente, ce qu'on appelle du value added sur des biens immobiliers, bah ouais, ils vont acheter des immeubles avec beaucoup de travaux à Paris. C'est des transactions extrêmement importantes. Hein. Ça peut aller, comme je te dis, de 10 millions jusqu'à 100, 200 millions d'euros. Et du coup, bah, ça, tu vois, il y a encore un gros marché et il y a encore énormément de potentiel. C'est-à-dire que tu peux faire énormément d'argent très, très rapidement. C'est-à-dire acheter un bien immobilier à 20 millions, le revendre à quasiment le double après quelques années, tu vois. Et il y a aussi un dernier investissement qui est assez intéressant. Une dernière source d'achat ou d'investisseurs qui est intéressant à Paris, c'est les SCPI. Tu as beaucoup de SCPI qui cherchent de l'immobilier à Paris. C'est devenu à la mode, ça. Récemment, j'ai l'impression que ces dernières années... Bah ouais, surtout d'ailleurs sur de l'immobilier commercial, tu vois. Parce que le commercial, c'est des fois, tu peux avoir des baux de 9 ans, 10 ans, 11 ans et c'est ultra stable. Donc en réalité, si Paris, encore une fois, il y a de l'intérêt. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que si toi, tu es focalisé uniquement sur cash flow, renta, etc., bah, c'est pas le meilleur investissement. Si toi, tu as d'autres critères qui vont venir rentrer en compte, donc par exemple, un jour rentrer en France et te dire bah, j'ai un bien immobilier dans une ville qui m'intéresse et potentiellement dans laquelle je peux y vivre, bah si là ça fait sens parce que ne pas payer de loyer à Paris, bah si ça fait sens. Tu vois. Et puis la sécurité, on dit que l'immobilier c'est aussi la valeur refuge parce que tu places ton argent dans un bien immobilier à Paris. C'est pas comme si tu le plaçais par exemple à Kiev. Tu peux faire un investissement aujourd'hui à Kiev, ça peut être un très bon investissement si l'Ukraine gagne la guerre et qu'il y a plein de choses qui mettent en place derrière, mais c'est beaucoup plus risqué. Tu places ton argent à Paris, c'est safe. Non, c'est vrai qu'encore une fois, la pierre c'est très stable. C'est-à-dire que en réalité, tu vois, si tu achètes une crypto-monnaie, elle peut aller à zéro. Si tu achètes un bien immobilier de 200 000 euros, enfin je veux dire, tu peux même avoir la pire crise financière, il va jamais descendre à zéro là, ton bien immobilier, tu vois. Alors, jamais, tu vois, s'il fait déjà du moins 50%, c'est exceptionnel, tu vois. Ce que je veux dire, ça descend jamais à zéro. Donc oui, si c'est une valeur refuge pour un peu protéger ton patrimoine, ça fait sens aussi, ouais. Et donc selon toi, en France, quelles sont les villes vers lesquelles tu te tournerais ou les régions, plus simplement? Bah, nous, on investit dans quelques villes. Donc on investit pas à Paris, mais en région parisienne sur l'investissement locatif clé en main. Donc par exemple, voilà, Cergy, c'est un excellent exemple. C'est une ville étudiante, c'est facile de faire de la coloc, mais tu as aussi une demande en Airbnb parce que tu as beaucoup de séminaires là-bas. Donc finalement, c'est
C'est un bon investissement. On investit aussi autour de Lille, donc Lille, Roubaix, Tourcoing. On investit dans le sud de la France, Marseille, Nice, Grenoble. Et on investit aussi à Dijon. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou c'est simplement ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et que c'est ce qui bouge le plus? Du coup, pour nos investissements, nous, on a 2 critères. Le premier critère, c'est la plus-value. C'est-à-dire que nous, on veut se positionner sur un bien qui a un potentiel de plus-value. C'est-à-dire que la plus-value, c'est pas quelque chose d'observable, quelque chose de plus spéculatif, mais on veut avoir des indicateurs qui nous permettent de penser qu'on va faire une plus-value au bout de 5-10 ans. Le deuxième critère, c'est qu'on veut que notre bien il soit autofinancé. Donc en fait, toutes ces villes-là que j'ai citées, c'est des villes où tu peux trouver des biens qui vont être autofinancés. Et de l'autre côté, on pense aussi que tu as un potentiel de plus-value. Donc c'est-à-dire que si tu détiens ton bien assez longtemps, tu as un gros potentiel pour faire du plus 10, plus 1, plus 30%. C'est ça qu'on recherche en fait. C'est le gâteau et la cerise sur le gâteau. Tu vois. La plus-value, c'est parce que généralement la ville s'agrandit. Par exemple, tu vois, je sais pas si je peux te donner un exemple avec une ville, tu vois, par exemple Marseille. Déjà, premièrement, si tu fais une analyse historique en termes de track record, c'est une ville qui fait plus 5% tous les ans depuis 20 ans. Deuxième chose, si tu regardes les fondamentaux, le campus Lumini, c'est l'un des plus grands campus au monde, si ce n'est pas le plus grand, tu vois. Parce que t'as Cage là-bas, t'as aussi l'université d'Aix-Marseille, qui est l'une des plus grosses universités au monde, etc. Donc si tu veux, t'as une ville, et d'ailleurs, les villes où les loyers sont le plus élevés, c'est les villes étudiantes. Parce que tu peux faire de la coloc, et quand tu fais de la coloc, tu partitionnes tes appartements, et ça te permet de booster tes cash flows. Maximise en fait la rentabilité de tes mètres carrés. Exactement. Tu loues presque chaque pièce. En fait, ce que tu viens de dire, ça peut presque résumer du coup notre critère de sélection des villes. On veut un ratio loyer sur prix de la pierre extrêmement élevé. Donc on veut un loyer très élevé pour un prix de la pierre très bas en fait. Voilà. Et toutes ces villes-là, en fait, elles nous proposent ce type de caractéristiques. Enfin, donc vive la France hein, alors. Hein. Mais la France, c'est un bon moyen d'investir. Souvent, il y a certains risques qui sont associés à l'investissement en France que tu n'as pas sur d'autres marchés comme la Géorgie ou Dubaï. Mais la France, l'énorme avantage et sur lequel aucun autre marché n'est compétitif, c'est l'aspect endettement. C'est vraiment un paradis bancaire et c'est difficile d'avoir plus d'endettement dans un autre pays. Tu vois. Et donc en exclusivité pour nous, selon toi en 2025, là j'ai parlé du Portugal, du Maroc, qui étaient les spots un peu tendance de l'investissement immobilier ces dernières années, qu'ils le sont aussi toujours. Quels sont les pays vers lesquels se tourner en 2025 selon toi, donc en plus de la France et dans les années à venir? Où est-ce que tu regardes? Bah, c'est simple, si tu n'as pas de thunes, c'est la France. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu n'as pas d'argent, il faut trouver un moyen de faire du levier. Donc ça, si tu veux, le meilleur pays, si tu es français, tu veux investir, il faut investir en France parce que c'est le seul marché sur lequel tu vas accéder au levier. Si tu as un petit peu plus d'argent, si tu as des possibilités de te placer sur du flip de plan de paiement, donc c'est-à-dire d'être sur des marchés émergents sur lesquels tu peux avoir des plus-values très rapidement, en 2, 3, 4 ans. Parce qu'il faut aussi se rappeler que quand on investit en France, c'est souvent des investissements sur 10, 15, 20 ans, tu vois. Si tu as plus de cash, moi, je regarderais la Géorgie et le Vietnam en ce moment. C'est les 2 pays qu'on regarde principalement, avec quand même un focus sur la Géorgie. En ce moment, à chaque fois qu'on va présenter la Géorgie, c'est vrai que c'est un bien qui est c'est un marché qui est extrêmement exotique, surtout pour un public français, qui peut être inquiet, tu vois, d'ailleurs, du fait de la proximité géographique avec la Russie, tu vois. Turquie, Russie... Azerbaïdjan et Ouzbékistan, Kazakhstan. Non, Kazakhstan, c'est un peu plus loin, mais ouais, c'est un peu toute la région autour de la mer Noire. Tu vois. Mais pour t'expliquer, c'est si tu veux, la Géorgie, quand tu arrives sur un nouveau marché, sur un marché émergent, tu as forcément des risques qui sont différents que sur un marché développé. Ce qu'il faut que tu réfléchisses, c'est à la prime de risque. C'est-à-dire que quand tu investis sur un marché émergent, tu vas acheter moins cher. Donc, par exemple, je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, même si, imaginons, la Géorgie, imaginons, ça ne t'attire pas du tout. Alors que moi, je peux te donner plein d'arguments qui va te pousser ce marché, qui va t'expliquer pourquoi il faut investir sur ce marché. Mais imaginons, tu es totalement contre la Géorgie. Si je te dis, OK, je te vends un appartement avec piscine sur le rooftop, avec tous les services, etc., je te le vends 1 euro. Tu l'achètes ou pas? Tu l'achètes. Ah ouais. Si je te le vends 2 euros, tu l'achètes ou pas? Ouais. Bon. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es un investisseur, la réponse, c'est pas oui, non. La réponse, c'est ça dépend du prix. Et tu vois, par exemple, si tu visites un bien immobilier, qu'il est défoncé le bien immobilier, qu'il n'y a plus rien qui marche, etc., il y a beaucoup de gens qui vont faire « Ah non, ça, j'en veux pas ». Ça, ce sont des mauvais investisseurs. Parce qu'il y a l'émotion, il y a le visuel, et c'est ça qu'il faut arriver à détacher, en fait. Il faut regarder, pas l'image du bien, mais il faut regarder la rentabilité, comme tu dis, et les perspectives. C'est plutôt, ouais, exactement. Il faut regarder l'opportunité. C'est exactement ça. Et quand je vois un bien qui est délabré, j'adore. Parce que je me dis déjà, j'ai moins de compétition. C'est-à-dire que si je veux acheter un bien où il y a beaucoup de travaux,
bah, toutes les personnes qui veulent faire de la résidence principale, bah, ils vont pas l'acheter. Tu veux acheter une résidence principale, tu veux faire avec 2-3 petits travaux à la rigueur d'amélioration, et tu veux pas partir sur 3 mois de travaux. En plus, c'est pas ton métier, etc. Donc, tu veux que des petits travaux. Donc, SEO, c'est pareil. Quand tu arrives sur un marché qui fait un peu peur, c'est que c'est le moment d'y aller, tu vois. Et je vais te donner un exemple très concret. Tous ceux qui ont fait de l'argent entre 2020 et 2023-2024 à Dubaï. Il y a vraiment des investisseurs immobiliers qui sont devenus millionnaires en investissement, en investissant en plan de paiement à Dubaï. Il faut se rappeler dans quel marché ils ont investi. Ces personnes-là, ils ont investi entre 2015 et 2020. Entre 2015 et 2020, à Dubaï, on n'avait pas le droit de rentrer dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre d'appartement avec une femme qui n'était pas la femme avec laquelle on était mariés, tu vois. Notre femme, tu vois. Si c'était ta copine, ça fait 3 ans que vous étiez ensemble, vous louez une chambre d'hôtel ensemble, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre d'hôtel si elle n'est pas officiellement ta femme. Pendant le ramadan, tu ne pouvais pas fumer dehors, ou tu ne pouvais pas manger pendant le ramadan. C'est ça le marché dans lequel les gens ont investi. Et c'est un marché qui est extrêmement risqué pour le développement du tourisme, on est d'accord. Tu as beaucoup de gens, de touristes, qui vont dire bah non, je ne vais pas aller à Dubaï parce que j'ai ces restrictions-là. En 2018, 2019, 2020, le marché s'est ouvert. C'est-à-dire que toutes ces restrictions-là, elles sont sautées petit à petit, et on est sur une régulation qui est très proche de ce qui se fait en France. Ça, c'est un peu plus occidentalisé, ouais. Ça, c'est totalement occidentalisé en réalité. Mais ceux qui ont investi et qui ont fait de l'argent, ils n'ont pas investi sur ce marché-là. Ceux qui ont fait du x2, x3. Ceux qui investissent aujourd'hui à Dubaï, maintenant qu'on sait que c'est un marché qui est ouvert, qu'il y a beaucoup de tourisme, que économiquement ça tient la route, que les grandes entreprises commencent à s'y implanter. Trop tard. On achète de l'immobilier qui a fait x2, x3. On est les derniers pigeons quand on investit aujourd'hui à Dubaï. Le Bitcoin. Mais exactement. Bah après, le Bitcoin, tu vois, genre, c'est un mauvais exemple parce qu'à chaque fois, on dit on est le dernier, mais au final, il va toujours plus haut, tu vois. En réalité, Dubaï, je pense qu'il y a une asymptote. Il y a une asymptote au prix. Et en fait, cette asymptote, c'est à peu près les prix que tu vas voir à New York, à Londres et à Hong Kong. Et on a tendance à s'en approcher de plus en plus dans les quartiers premium. Donc, si tu veux, on a rattrapé déjà beaucoup cet écart et l'arbitrage a tendance à se diminuer de plus en plus. Donc maintenant, quand tu es un investisseur, Dubaï, c'est trop tard, les gars. Enfin, je veux dire, si tu vas à Dubaï, c'est un bon marché pour investir, mais c'est plus pour faire du flip de plan de paiement. Ça n'existe plus, c'est trop tard. Il faut trouver de nouveaux marchés. Ça peut être le Vietnam, ça peut être la Géorgie. Par exemple, le Vietnam, pourquoi il y a un arbitrage à faire? L'arbitrage, il se fait parce qu'il y a eu une crise économique majeure en Asie sur l'immobilier. C'est-à-dire que la Chine, il y a plusieurs grands groupes immobiliers qui ont fait faillite. Du coup, les banques en Asie ne veulent plus prêter d'argent aux développeurs immobiliers. Et ça inclut le Vietnam. Et du coup, au Vietnam, les développeurs ont besoin de cash. Les banques n'en prêtent plus d'argent. Donc, pour attirer les investisseurs... en demande, et c'est là que tu gagnes quand tu arrives. Exactement. Pour attirer les investisseurs étrangers, ils sont obligés de vendre avec une prime de risque élevée. Voilà. La Géorgie, pourquoi tu as une prime de risque élevée? Parce que tu as une proximité avec la Russie, et avec le contexte actuel, tu as une certaine crainte de beaucoup d'investisseurs qu'il y ait des enjeux géopolitiques et qu'il y ait de l'ingérence avec la Russie, etc. Tu vois. Donc, c'est ça. Mais maintenant, une fois que tu as ces éléments-là, il faut te dire, le prix actuel, est-ce qu'il est trop bas ou trop haut? Trop bas, j'achète. Trop haut, j'achète pas. C'est aussi simple que ça. Pour moi, la Géorgie et le Vietnam, les prix sont extrêmement bas. La Géorgie, en termes de GDP gross, comment tu dis en français, de PIB par tête, de progression du PIB par tête, entre 2014 et 2024, ils sont classés 4e. Actuellement, il y a des investisseurs institutionnels qui investissent plus de 6 milliards d'euros en Géorgie. Donc Emaar, qui a construit le Burj Khalifa, vient de signer un contrat avec la Géorgie pour investir 6 milliards en infrastructures et en projets résidentiels. Le yield en Géorgie, dans les villes où j'investis, c'est entre 8 et 12% net. Parce que tu as une fiscalité où c'est 5% flat tax sur tes revenus locatifs. Et ça ne peut pas changer. Par exemple, en France, où tu as une loi qui passe tous les ans, eux, c'est dans la Constitution. Il faut changer la Constitution si tu veux changer les revenus locatifs. L'imposition sur les revenus locatifs. Donc voilà, si tu veux, tu as tout un environnement qui est extrêmement intéressant pour un investisseur. Et tu as une prime de risque qui est énorme par rapport au risque réel, selon moi. Donc moi, j'achète. Point intéressant pour tous ceux qui nous regardent, quel conseil tu donnerais à un investisseur débutant qui démarre et qui veut se lancer dans l'investissement immobilier? En fait, quand tu investis en immobilier, tu as énormément de règles à suivre pour que ton investissement il soit rentable. Tu as beaucoup de choses. Tu vas regarder le risque légal, tu vas regarder le risque fiscal, tu vas regarder tes cash flows, tu as beaucoup de choses que tu vas regarder. Je pense que sur les premiers investissements, il faut garder des règles simples. Et la première règle que je donnerais, c'est d'investir dans un bien qui a un prix au mètre carré en dessous du prix du marché. Donc, c'est-à-dire que souvent, on essaie de trouver des biens avec beaucoup de travaux et le prix du bien qu'on achète plus le coût des travaux doit être en dessous du prix moyen du marché. Ça nous permet d'acheter un bien immobilier
qui est déjà ce qu'on appellerait in the money quand on est trader. Donc ça veut dire C'est un bon rappel, ça, ouais. C'est un bon mémo. Donc ça veut dire qu'en gros, tu investis dans un bien immobilier où si tu le revendais de manière immédiate, tu as déjà une plus-value, tu vois. Donc en fait, tu es en plus-value latente dès le premier jour. La deuxième chose sur laquelle je ferai attention, c'est faire attention que son bien soit autofinancé. Et je pense qu'il y a beaucoup actuellement, on vous parle de beaucoup de stratégies en immobilier, d'achat-revente, etc. Quand on commence en immobilier, il faut vraiment juste se focaliser sur un bien autofinancé. C'est la stratégie la plus simple, mais aussi la plus efficace. Donc en gros, quand je parle de bien autofinancé, je l'ai déjà un petit peu défini pendant ce podcast, mais en gros, c'est que le loyer qu'on va recevoir de nos locataires, ça couvre nos charges récurrentes, plus le remboursement du crédit immobilier. Donc voilà les 2 règles que je me fixerai. Un prix au mètre carré en dessous du marché et un bien qui soit autofinancé. Très bien. Et c'est aussi une bonne conclusion. Donc merci Thomas pour ton temps. C'était très instructif. J'espère que ça vous a plu à tous. Mettez un petit like. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour le podcast numéro 6.